Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Sentir qu'on est axé, c'est avoir senti qu'on était désaxé. Donc pour moi, c'est yin-yang. Les sentir, ces synchronicités, c'est parce qu'elles se sont révélées à nous à un moment donné où on était réceptif, tout simplement. Et le fait qu'elles n'existent pas ne justifie pas leur absence, tu vois. Regardez 2 minutes dans le rétroviseur. En 3 ans, le monde a dévissé sévèrement. Et ce qui paraissait sûr hier l'est beaucoup moins aujourd'hui. Le monde du moment nous catapulte dans l'incertain. Il réclame du freinage, du changement de direction. Qui peut savoir où il se situera dans 3 ans sur l'échelle de Richter des séismes intérieurs, écologiques et géopolitiques? Ce sont les questionnements de Laure Noilla. Il y a de la bifurcation dans l'air, et de l'air particulièrement turbulent. Laure aussi, comme nombreux d'entre nous, a bifurqué. Et de cette bifurcation, elle en a fait un livre. Il y a 10 ans qu'elle a quitté Paris pour vivre à Joigny, dans l'Yonne. Ici, Laure a un jardin et un verger, plein de pommiers, de poiriers, de cerisiers, de pruniers. C'est son refuge. Dans ce refuge, j'y suis arrivée un dimanche matin, une tarte à la main, pour déjeuner avec elle et François. On s'est servi de la kombucha, et on a parlé du temps long, du silence, de la simplicité, du lien au vivant. Toutes choses qui ont manqué à Laure avant de la mener à un trop-plein. Elle a voulu être écolo sans finir dépressive. Alors elle s'est entourée, a convoqué ses amis éco-anxieux autour d'une bonne bouffe, d'un bon vin, de fromage, de pain, de quelques tomates juteuses ou d'un risotto crémeux. Un peu comme ce que l'on a fait autour de cet entretien finalement. Avec Laure Noilla dans cet épisode, on parle d'éco-anxiété, d'écologie et du temps. J'espère que cette écoute te donnera des envies d'abondance frugale. Bonjour Laure. Bonjour Victoria. Tu es journaliste, écrivaine, et après avoir publié ton livre « Comment rester écolo sans devenir dépressif », tu viens de publier « Bifurqué par temps incertain » chez Tana. Tu as toi-même bifurqué, et on est chez toi, à Joigny. On vient de partager un bon petit déjeuner, donc merci beaucoup pour l'accueil. Avec plaisir. Je suis très heureuse d'être avec toi pour partager ce moment. Comme pour chacun de mes invités, Laure, on va revenir à ton enfance. Ouais. Dans un article pour Le Monde, tu dis être venue à la vie quand tu es enfin partie de chez toi. Quelle petite fille tu étais? J'étais un garçon manqué et j'étais particulièrement espiègle, entre Mimi Cracra et Fifi bien brin d'acier. Et donc j'étais un peu la petite à faire tout le temps des bêtises. Je traînais beaucoup avec des garçons et je voyais pas pourquoi d'ailleurs je devais traîner avec des garçons ou des filles. Enfin c'était une évidence Et donc voilà. Et j'étais assez menteuse aussi. Je racontais plein de bobards. Tu mens toujours pour être intéressante. Et c'est marrant que je sois devenue journaliste. Parce que j'aurais mieux fait d'être comédienne, j'aurais pu m'inventer 1001 vies et en réalité j'ai choisi un métier où on doit stick to the point et être à peu près avec des faits parfaitement maîtrisés et corroborés. Ça t'arrive toujours de mentir? Et alors ce que j'adore, je fais des mensonges mais complètement débiles, genre par exemple non mais vraiment des mensonges qui n'ont aucun intérêt, enfin des mensonges du quotidien et après je m'arrête et je dis non mais je raconte n'importe quoi donc et ça me fait je sais pas, je crois que j'étais kleptomane aussi quand j'étais petite. Et alors en quoi partir de chez toi ça t'a amené à la vie comme tu dis? Pareil, c'est de l'ordre de l'intime, mais je sais pas, dans un environnement familial particulièrement heureux, soutenant, bienveillant, beaucoup de jalousie, beaucoup de dépression, beaucoup de colère, rentrée, tournée vers nous, les enfants, beaucoup de mensonges dans cette famille, donc j'ai un peu des parents entre sacrificiels et dépressifs. Donc ça donne vraiment beaucoup envie de partir. Ouais. Et ça t'a libérée. Et d'aller explorer le monde, faire des bêtises de grande avec des grands. Et voilà, c'était tout ton esprit de rébellion. Ouais. Voilà d'où il vient. Tu as fait des études d'ingénieur télécom avant d'être journaliste.
Tu as été d'ailleurs journaliste pendant 15 ans chez Libération. Et à 20 ans, comment tu te projetais dans le monde des grands ? De tout mon corpus, de tout ce que j'aimais lire, c'est-à-dire de la science-fiction, des histoires de robots, de transhumanisme, de réalité augmentée. Moi, je me projetais dans un monde où la technique allait résoudre à peu près l'essentiel des problématiques qui se posaient à nous, notamment d'accès à la connaissance, notamment de voyager vite en hyperloop, de la téléportation. Mon rêve, ce serait que la téléportation existe un jour, moins de CO2, hein, du coup, émis au cours de nos vols long courrier. Je me projetais dans un monde très technosolutionniste. Et d'ailleurs, pourquoi je parlerais de solutions ? Parce qu'à l'époque, je n'avais absolument aucune conscience des problèmes. À 20 ans, c'est-à-dire en 94, alors moi, les questions environnementales me sont absolument étrangères. Quand j'étais petite, je pensais qu'on ne mourrait pas. Et je me demandais où étaient les grandes personnes. Les grandes, tu vois, parce que je pensais qu'on grandissait jusqu'à faire 3, 4, 5 mètres. Et en fait, ma grand-mère me disait que non, en fait, on se ratatinait. On grandissait, puis après, on se ratatinait. Et donc, je me disais quand même, mais alors du coup, on peut pas tous tenir sur la planète Terre. Il y en a de plus en plus. Comment on va faire c'est pas grave, on va partir sur Mars, sur la Lune. Donc, dans ma tête, à 20 ans, on peut tout faire. On est des humains et s'il y a des limites, on les dépassera. Et alors, à quel âge la question écologique commence à te frapper ? Elle me percute en 2000 quand je rentre à Libération. Quand je rentre à Libération, c'est pour le cahier multimédia, la page internet, et derrière pour les pages sciences. Et c'est dans les pages sciences que là, j'interroge des océanologues, des océanographes, des climatologues, des glaciologues, que déjà dans les années 2000, ces personnes-là rendent des rapports du GIEC, ça fait pas 2 ans qu'on en a, tout un peu sous le temps. Et puis là, je découvre que les océans s'acidifient, que le CO2 explose, enfin sa concentration dans l'atmosphère explose, que l'effondrement de la biodiversité est un véritable problème, enfin la 6e extinction est en cours. Et là, je tombe de ma chaise. Et après, il y a eu un accélérateur aussi, c'est la lecture d'un article paru dans Nature en 2012 qui explique que les écosystèmes sont à bout de souffle. Et à ce moment-là, tu tombes dans une éco-dépression. Pour lutter contre cette éco-anxiété qui touche de plus en plus de jeunes, toi, tu incites à l'action locale et à la sobriété. En quoi est-ce que ça t'a sauvé d'agir ? Quand on est sujet à l'éco-anxiété, il y a des émotions basses qui nous traversent tous les jours, même chaque seconde de la journée. Et parmi elles, la colère et l'impuissance. La colère face à l'indifférence du politique, mais aussi de tes amis, de ta famille, de tout ce que tu croises dans la journée. Parce qu'en 2000, il faut se souvenir que très peu de personnes s'intéressaient à ça. C'était un non-problème. Et l'écologiste était comparé à quelqu'un qui adorait les petits oiseaux et la nature. Cette colère face à l'indifférence et cette impuissance sont tellement écrasantes qu'il faut un certain temps, quand même, un temps long, afin de reconquérir sa puissance d'agir et accepter, parce qu'il y a beaucoup d'acceptation dans la phase pour sortir de l'éco-anxiété, accepter que les petits pas, les petits gestes, la stratégie du colibri ne seront rien face aux enjeux. Ils sont impérieux, nécessaires, mais absolument insuffisants. Donc, vivre avec ça, avec cette dissonance, cette dichotomie, met un temps fou. Quelles sont les grandes phases, toi, que tu as traversées pour cheminer vers cette éco-anxiété ? Au début, il y a eu un peu cheminer vers l'éco-anxiété, je dirais pas que c'est un chemin que tu fais dans la joie, je dirais que c'est une chute brutale. Quand je dis je tombe de ma chaise, là ça démarre pas en 2012 en lisant Nature. Parce que l'étude de Nature de 2012 vient attester qu'on en a pour 15 ans, 20 ans. On parle d'effondrement des écosystèmes entre 2030 et 2040, cet article. Donc là, on n'est plus dans des visions. Tu sais, quand tu es journaliste, tu vas couvrir les COP, tu as tout le temps ces objectifs. D'ici à 2050, on aura baissé nos émissions. Et toi, en 2000, 2010, 2050, c'est loin. 2050, j'aurais, 76 ans. Je m'en tamponnais complètement de me projeter dans un monde à 2050. Et je pensais que c'était pour les générations futures, les questions de véritable effondrement. En réalité, ça va être mon contemporain. Ça va être ma vie dans 10, 15 ans. Enfin, 2030, c'est dans 5 ans. Donc après cette phase de compréhension de la situation, qu'est-ce que tu vis ?
C'est la dégringolade, c'est-à-dire De la toutes les peur. certitudes, pas vraiment de la peur, mais surtout une colère énorme et un sentiment d'impuissance gigantesque et matinée de douleur et de peine pour le monde. Alors, c'est-à-dire que à l'époque, je peux pas marcher dans un paysage grandiose sans fondre en larmes et me dire oui. que nous sommes en train de détruire ça. Ce que j'ai sous les yeux, que ce soit un panorama de montagne, que ce soit j'aime beaucoup la voile et donc le seul endroit où je me sens bien et je ne suis pas préoccupée par autre chose que ma survie, c'est l'océan. Et donc dans ces endroits-là, savoir que quand je navigue sur l'océan, je ne vois pas juste une voûte étoilée et puis des vagues et du plancton qui phosphorescent et c'est magnifique et des dauphins et tout ça. Je sens, j'entends une zone morte quasiment où voilà, on épuise les ressources, où les baleines, les dauphins sont capturés, où je souffrais à chaque fois que j'allais dans un paysage comme ça. Je pouvais pas m'empêcher de voir ce qu'il y avait derrière. Je pouvais pas m'empêcher de calculer l'analyse de cycle de vie d'un objet. Je pouvais pas m'empêcher de calculer le bilan carbone de ma propre existence. Je pouvais pas m'empêcher de me dire mais c'est combien de centrales nucléaires s'il y a X Freebox qui sont allumées et pas en veille, qui sont en veille et pas éteintes. Je pouvais pas m'empêcher de penser à un emballage en plastique, d'où il venait, combien il a fallu de pétrole, d'énergie pour le produire, et puis combien il faudrait de temps pour le faire disparaître ou le recycler. Ça devient comme un jeu Mario Bros, mais c'est l'horreur. En fait, c'est l'horreur parce que tout ce qui nous entoure. Tout tourne autour de ça. Ouais, tout tourne autour de ça, sauf à se mettre dans une petite maisonnette, tranquillou, avec un potager et à réduire ses besoins, ses objets, son rapport à la consommation. C'est ça, en fait. Pendant 10-15 ans, c'est ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, je suis journaliste sur les questions d'environnement. Donc, il n'y a aucun échappatoire. C'est pour ça que donc il y a 10 ans, tu décides de quitter Paris pour venir t'installer ici. Ouais. Et je m'installe ici. Alors je le choisis pas vraiment. Je dirais que c'est un compas. Paris, 150 km autour de Paris. Où est-ce que je peux aller ? Je découvre que cette ville, Joigny, est à 1h15 de Paris. On est dans Lyon. Donc déjà, on est dans un autre monde. Je sors enfin du Paris intramuros dans lequel j'étais depuis 25 ans. Et je me reconnecte tout doucement au calme. Peut-être on n'entendra pas, mais il y a une église pas loin qui sonne. Je l'ai entendu à 11h30 tout à l'heure. À 11h30, voilà, qui sonne les quarts d'heure. T'as pas besoin de montre quand t'es ici. C'est un autre rapport au temps, ici ? Et c'est le premier truc qui m'a fait un bien fou, c'est de sortir de la ville et de Libé et du monde de journalisme parisien où je touchais plus terre entre les confs de presse, les rendez-vous, les actions, les papiers à couvrir. Je travaille énormément. C'était vital pour toi de couper avec cette vie ? Oui, c'était vital, ouais, exactement, c'est le terme. Et en arrivant là, ce calme, ce ralentissement ont été tu vois, je dirais les premiers onguents pour aller mieux. D'abord du silence. Voilà, j'ai tout de suite pris un chat parce que le ronronnement des chats qui aujourd'hui a fait un peu soignant. Donc il y en a 2 maintenant. Il y en a 2, il y en a eu 3, il y en aura 4. Ils meurent, ils grandissent, ils vivent, ils partent. Enfin voilà, mais il a fallu du silence, du calme et redéplier le temps. C'était difficile au début d'arriver à réapprivoiser ce temps quand on a toujours appris à faire et à courir ? De toute façon, j'étais à terre, donc je ne pouvais plus faire autrement T'avais pas le choix. que d'attendre. En fait, tu vois, quand tu fais un burn-out, une dépression profonde, ce qui avait été mon cas, les gens ne réalisent pas. Quand tu te casses la jambe, tu as un plâtre et le temps de la réparation est plâtré. Donc, tu as 6 semaines d'immobilisation de la chose abîmée. Pour un cerveau qui a cramé, un burn-out, qui a brûlé, qui est épuisé, on n'a pas de plâtre, donc personne ne le voit véritablement. Alors évidemment, il y a des antidépresseurs, des anxiolytiques, ce genre de choses. On peut l'éviter au maximum ou y avoir recours
peu importe, il n'y a pas de jugement là-dessus. On fait comme on peut, mais on a un cerveau en vrac. Et c'est pas 6 semaines qu'il faut un cerveau en vrac pour se remettre d'aplomb. Et malheureusement, personne ne le voit. Dès que tu vas un peu mieux, on pense que c'est derrière. En réalité, c'est quand ça va un peu mieux qu'il faut rester ultra vigilant et continuer le soin du calme, du ralentissement, ne pas retourner dans sa névrose obsessionnelle qui était la mienne, en l'occurrence, qui était le travail pour attester d'un monde qui part en quenouille. Voilà, se mettre à distance de ça pour se soigner, ouais. Tu sentais que ça arrivait, toi ? Tu disais personne ne le voit, mais est-ce que toi-même, tu le voyais ? Oui, il y a des symptômes maintenant que je sais repérer parce que ça revient régulièrement. Le symptôme, c'est l'emballement, l'excitation. J'ai peut-être une personnalité, je sais pas si je suis bipolaire ou quoi, mais enfin, il y a des phases d'excitation très très fortes où j'ai l'impression que je peux prendre tous les boulots possibles et imaginables. Et puis en fait, tu sens que quand tu commences à être là-dedans, derrière, il y a une phase d'arrêt total, d'épuisement. Mais comment tu as pu te charger ta barque à ce point? De quoi as-tu peur? Du vide, du manque d'argent, de l'inoccupation de ton temps de cerveau disponible? De quoi te charges-tu en réalité? Et ça, pour moi, c'est un premier symptôme. Quand je commence à dire oui à plein de choses, alors que j'ai 24 heures dans une journée, et encore, non, j'en ai 12, parce qu'il faut bien dormir. Et puis maintenant, c'est pas qu'il y a des samedis et des dimanches, mais il y a des jours où on va aller jardiner, on va aller tailler les arbres fruitiers, on va s'occuper de bricoler quelque chose, d'aller se promener tout simplement. Mais voilà. Donc ça t'a finalement poussé à des questions très existentielles et en lien avec toi-même de pourquoi je remplis autant mon temps. Qu'est-ce que tu as découvert de toi finalement ? En fait, très longtemps, j'ai cru que si on attestait de la catastrophe en cours, les gens sauraient, et s'ils savaient, ils agiraient. Ouais. Là, je suis encore tombée de ma chaise une deuxième fois. C'est-à-dire que je pensais que ce que je faisais était d'une importance vitale au niveau du destin de l'humanité, si tu veux, qu'il fallait que tous les journalistes soient des journalistes environnementaux et que tous les journalistes environnementaux s'acharnent sur la population pour que tout le monde soit au courant et que de ce fait, on aille dans la rue exiger du politique qui mette en place des choses de l'ordre du renoncement, de la limitation, etc., pour stopper notre hubris. Et là, je suis tombée de ma chaise. Les gens savent, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, autant profiter de la vie. Laure, c'est pas la peine de te foutre la rate au courbouillon à vouloir informer encore plus de monde. Ça ne servira à pas grand-chose, puisque le fait de savoir ne nous garantit pas le passage à l'action. Bien sûr. Et il y a un paradoxe qui est que nous devons ralentir pour apaiser notre folie, c'est toi qui le dis. Et de l'autre, nous devons nous activer dans l'urgence. Ouais. Alors, dans cette urgence écologique, c'est vrai que le mot urgence, il est hyper angoissant. Est-ce que toi, la sobriété, ça t'a aidé à apaiser cette angoisse ? Alors pour moi, l'urgence n'est pas du tout un truc angoissant. L'urgence, c'est qu'il y a une matière à agir et qu'il y a quelque chose de l'ordre du temps donné. Donc moi, j'aime bien quand il y a un début, une fin, quand il y a un cadre contraint. Ma psyché est comme ça. Et donc si on me dit urgence, du coup, il y a quelque chose à faire. Enfin, et qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc c'est pas très angoissant. Mais ta question, c'était qu'est-ce qui soignait une angoisse liée à l'urgence ? Je sais pas ce qu'il y aura. Je suis encore angoissée quand même de ce qui se passe. On voit bien que les choses empirent. Elles ne font pas que vieillir, elles empirent également. On voit bien que les réponses politiques, économiques ne sont pas encore à la hauteur des enjeux. Parallèlement, on voit que quelque chose change. Bon, est-ce que ce sera à la mesure? Est-ce que ce sera au niveau? Je ne sais pas. L'angoisse est quand même un peu là en toile de fond dans ma vie. Et c'est une vieille compagnonne avec laquelle j'avance, comme on avance tous avec nos petites névroses, nos failles. Et moi, l'angoisse du destin de l'humanité, c'est pas moi de la porter, c'est sûr. Mais elle est là. Enfin, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une vaste mauvaise blague que cette humanité sur cette planète, qui est la seule à ce jour, où il y a du chocolat, des bières, du vin nature, dans l'univers. On arrive à déséquilibrer tout ça en l'espace de 2 siècles, 3 siècles. Peut-être c'est en l'espace de 10 000 ans, je ne sais pas. Mais enfin, c'est un écrin de vie absolument inouï au sein de l'univers. Et je trouve ça particulièrement dommage et angoissant de ce que ça raconte de notre soi-disant intelligence. Pour toi, ici à Joigny, tu dis vivre avec moins, c'est beaucoup mieux et il y a du plaisir dans la sobriété.
Quel plaisir tu trouves au quotidien à vivre ici, simplement, en retrouvant le temps long? Eh ben, en baissant tes besoins, tu baisses la nécessité que tu as à aller subvenir à tes besoins. Donc déjà, c'est récupérer du temps, c'est retrouver un pouvoir d'agir, apprendre des choses. Mais c'est génial de réutiliser ses mains pour les mettre dans la terre, faire pousser des trucs. Bon, ça, ok, tout le monde s'y met. Mais aussi bricoler, découper du bois, apprendre à travailler le bois, peindre si on en a envie, délier le temps et à faire des choses qui ont une gratification qui ne se mesure pas. C'est en fonction de ce qui résonne en toi. Pourquoi un artiste aime peindre, ça lui procure une joie, une puissance, un calme, ça le rassure, je sais pas. Donc pourquoi déplier du temps à ne serait-ce que aussi avoir le plaisir de jouir. Je t'assure, je me mets dehors dans le jardin, ne rien faire. Le soleil passe, je suis plein sud, de l'est à l'ouest. Il peut se passer une journée où j'aurais juste profité du soleil, lu évidemment un peu. Le soleil qui est à côté de nous, là, on est sur... Ouais, mais tu vois, et dans ce jardin, avec cette vue sur le Mont-Tholon, il y a un autre jardin derrière qui est un verger où on adore aller et je sais pas, là c'est en train de bourgeonner, ça va sortir, c'est la meilleure période de l'année, enfin c'est une des périodes préférées, tu sais, quand on va tous sortir de notre dépression hivernale et s'activer dehors et voir les crocus qui sortent, voir les roses, voir tout ça, c'est assez renaissance. Les insectes reviennent, les pollinisateurs vont revenir, à construire des petites cabanes à insectes. Je sais pas, moi, ça me fait kiffer la vie. Oui, non, mais rien. Et puis attends, il y a aussi un truc génial dans la vie, c'est que tu dois manger 3 fois par jour. Oui. Et que se faire à manger, c'est un des plus grands plaisirs de mes journées. Tu dis que la cuisine est au cœur de la vision de l'écologie. D'ailleurs, t'as une passion prononcée pour les risottos, j'ai cru comprendre. Ouais, pour les risottos, pour mon compagnon cuisine assez merveilleusement. Il nous a fait une tarte aux poireaux ce midi, incroyable. Voilà, une simple tarte aux poireaux. Merci la MAP, merci la farine rouge de Bordeaux bio, merci la terre. François pour ce repas. Et on se bat en cuisine pour qui a droit à avoir l'accès au fourneau, mais c'est lui principalement. Et je trouve qu'il y a rien de plus pétillant. Et tu vois, ça coûte rien, pas grand-chose, mais c'est un plaisir, c'est quasiment des orgasmes à chaque bouchée. T'imagines la gratuité de la chose finalement, enfin, comme c'est accessible d'être simplement heureux dès lors qu'on ne demande pas à avoir plus que ce dont on a besoin. Et redéfinir ses besoins fait partie de la bifurcation principale du moment, ouais. C'est con ce que je dis, tu vois, manger, kiffer son jardin, voir les saisons défiler. Là, il y a un arbre qui trône dans le jardin, qui est un vieux tilleul qu'on a taillé en trogne, enfin qui est là depuis un siècle au moins. Et je me demande jamais combien d'années il me reste à vivre. Je me demande toujours combien de chutes de feuilles de saison finalement il me reste à vivre, et j'adore chaque saison. Là, il ressemble à rien, il est nu dans ses trognes, etc. Mais au printemps, ça va ressortir, son feuillage vert pétant. Alors le tilleul, tu peux manger les petites feuilles naissantes en salade, c'est délicieux. Après, le feuillage vert pétant va servir d'ombrage. À l'automne, elle tombe et c'est merveilleux. Et à l'hiver, on le taille et il est redevenu tout nu, et ça fait 1 an de plus, voilà, une saison de plus. Et ça, c'est je sais pas, c'est ma félicité. C'est des choses simples, mais finalement, c'est simplement la vie. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'à Paris, tu avais tendance aussi parfois peut-être à tomber dans des futilités et des besoins qui n'étaient pas vitaux ? Alors moi, j'ai un besoin vital de prendre l'apéro quand même. Donc à Paris, j'étais tombée pas mal dans les apéros. Et oui, enfin, il y a une déconnexion dans la ville entre le bruit, la pollution, l'accélération, le déplacement, la sursollicitation. Tu te balades dans une rue piétonne, enfin, ou pas piétonne, mais en tout cas une rue marchande. Ton cerveau est sollicité, ton désir est capté. Et donc c'est très. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup
dans Joigny, d'aucuns ne seraient pas d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a quasiment pas de magasins. Donc, en gros, tu n'es pas sujet à avoir un désir de mode ou d'achat. Alors, si, il y a des librairies. Il y a une librairie de BD et une vraie librairie avec des livres, des essais, des romans, etc. Et une librairie de BD qui cartonne les deux. Voilà ce qu'on a. On a des artisans d'art, mais tu n'as pas un enfilement, une enfilade de magasins de chaussures, de pulls, de bijoux, de chaussures, de pulls, de bijoux. Et chacun, je me demande comment font quand le confinement est arrivé à Paris. Moi, je devais monter ma série carbonisée et j'étais rue de Charonne dans le 11e, donc je pense beaucoup de gens connaissent. Et cette rue de Charonne, je me demandais mais qu'est-ce qui va advenir de ces personnes qui, quand elles vont comprendre qu'elles travaillent dans des trucs non essentiels, je suis désolée de le dire, par ailleurs toutes voisines les unes des autres, quand le désir des gens de se racheter une fringue par semaine cessera, de quoi qu'est-ce qui restera? Et je pensais vraiment que le confinement serait une claque pour tous. Malheureusement, on est revenu à l'anormal, à la vie anormale, et donc du coup, les magasins ont rouvert et les vendeuses sont là derrière leur comptoir à s'emmerder. Désolée, parce que elles attendent quand même pas mal le client. Et voilà. Et voilà. Je sais pas comment. Mais il y a les villes, il y a les magasins qui nous sursollicitent, mais il y a aussi aujourd'hui le téléphone et les réseaux sociaux. Ouais. Et donc dans ton dernier livre, tu dis « S'il est un univers qui gruyérise temps et cerveau, c'est bien celui des réseaux sociaux. Ouais. Nous sommes perforés par des messages surgis à tout instant. Être en ligne, c'est offrir une cible aux voleurs de temps. » Comment tu te positionnes par rapport à ces voleurs de temps, toi ? Alors, je me suis positionnée très récemment en quittant pas Facebook intégralement, mais en me faisant des plages de 48 jours sans y aller. 48 jours. Ouais, 48 jours sans y aller. Et alors, je t'avoue que moi, j'étais addict. Insta, tu postes un truc. Il y a le fameux clic qui te fait des shoots de dopamine. C'est toujours plus gratifiant d'avoir 3000 likes que 3. Et en réalité, faut se défaire de ça. Encore une addiction à laquelle dont il faut décrocher. Donc, je me suis rendu compte que ça ne me manquait absolument pas. J'ai plutôt des copines qui me disent « Ah, t'as pas vu mon post sur Facebook ?» Non, et puis je m'en fous, franchement. Enfin, dis-moi en face où on s'appelle, si tu veux. Il y a des choses qu'on a... Alors, en même temps, je suis sur LinkedIn, j'ai arrêté Insta, mais tout ça est très chronophage, énergivore. Quand tu es dépressif ou dans des phases de dépression, que tu vois tout le monde qui a l'air heureux, parce que tu postes rarement des trucs où tu dis « Tiens, j'ai envie de me tirer une balle aujourd'hui. » Non, tu vas plutôt voir, nous on est allés, tu vois des gens qui vont faire du ski toute la journée en rando, il y en a qui sont dans des lieux merveilleux, il y en a qui ont encore écrit un livre, il y en a qui ont encore achevé un film, il y en a qui ont encore fait, il y en a qui ont l'air heureux. Enfin, tu vois, tu te dis, mais et tu peux passer des journées entières à scroller la vie des autres et à te dire que la tienne est une grosse merde. Tu t'en sors pas, tu t'en sors vraiment pas. Et j'ai lu récemment on scrollait sur les réseaux sociaux 200 mètres par jour. L'équivalent de 200 mètres par jour, ça te fait 74 km par an, 73 km par an. C'est en gros Nemours-Paris de scroll de ton année des réseaux sociaux. Franchement, j'avais jamais pensé ça en termes de distance. En termes de distance, on n'a pas mieux à faire que ça. Et pourtant, toi et moi, on est sur LinkedIn, donc on poste un truc, on se dit mais qui l'a lu, qui s'intéresse, est-ce que ça a une résonance, est-ce que ça a un intérêt, qui est venu voir mon profil, qui va me filer du boulot, où est-ce que je peux intervenir, est-ce que si j'interviens là, je peux faire la pub, etc. Parce que on est devenus tous des promoteurs de nous-mêmes en tant qu'indépendants, bien sûr. Si tu vis dans une rédaction, c'est différent. Tu peux utiliser l'outil, mais pas lui laisser le pouvoir sur ton temps, sur ton moral et sur la vraie vie, tout simplement, parce que c'est pas la vraie vie. C'est là que la limite est fine aussi, c'est qu'en fait, c'est des incroyables outils pour faire haut-parleur de tous ces sujets, notamment en lien avec l'environnement, pour faire un maximum de bruit. Alors, il y a attention au bruit parce que il y a un maximum d'outils pour faire du haut-parleur, puis ça peut devenir un vaste brouhaha très très vite et tu n'entends plus rien.
C'est-à-dire que dans les années 2000, parce que bon, j'ai un peu une historicité dans ces questions-là, dans les années 2007, prix Nobel de la paix attribué au GIEC, Al Gore, 2009, la claque de Copenhague. Cette période, dans les années 2003, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 10, on est vraiment dans le règne du développement durable, du greenwashing. Tous les grands groupes se prennent des directions RSE. On va avoir le responsable développement durable qui est adossé à la direction générale. Mais très franchement, c'est pas des postes enviables parce que c'est pas là qu'on est décisionnaire. Et à cette époque-là, on rentre vraiment dans la période du greenwashing, quoi. Tout le monde est vert. En fait, tout le monde s'en fout. Les pubs de 4x4, c'est encore aujourd'hui les SUV qu'on les appelle maintenant. Mais les pubs de 4x4 sont tout le temps en pleine nature. En réalité, tu roules à Paris dans les embouteillages en SUV. Jamais, rarement en train de t'éclater dans un désert ou dans une jungle ou au-dessus d'une super cascade. Donc, très franchement, le greenwashing a été la période où l'écologie était finalement... Il y avait énormément de brouhaha et ça changeait rien. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est des caisses de résonance. C'est aussi la caisse de résonance de nos bulles de filtre. On est entre nous et on n'arrive pas trop à acculturer les gens qui sont très très éloignés de nos idées. Voilà, donc est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile ? Très grande question. On va élargir le sujet. En tout cas, ça fait du bien. Encore une fois, on a un striatum, un petit truc dans le cerveau. Je vois que tu as le bug humain juste au-dessus de toi, là, de Sébastien Boller. Ouais, exactement. Et ce striatum, qui a 7 millions d'années, nous permet quand même de survivre d'une certaine façon en tant qu'espèce. Mais aussi, c'est marrant, pour moi, le striatum est responsable de ce shoot dopaminique engendré par un like qui fait que tu deviens accro à ta tronche, à ton succès ou à ta réputation et voilà, et ça change pas grand chose à la face du monde quand même. Et si on dégrossit la question, qui nous pousse aussi à ce toujours plus et à cette quête perpétuelle de croissance. On va élargir le sujet un peu plus de spiritualité pour conclure cette interview, Laure. Quand on vit un changement majeur ou que l'on bifurque, on rencontre souvent des synchronicités. Tu dis qu'elles s'accueillent, qu'elles peuvent n'avoir aucune signification, mais qu'elles viennent simplifier ou éclaircir une situation. Quelle place elles ont pour toi, ces fameuses synchronicités dans une vie ? Je ne savais pas que la plus belle rencontre que je ferais dans ma vie, ce serait cette maison dans laquelle on est toutes les deux là. Et je suis persuadée que quelque chose, quelqu'un, une énergie m'a mise sur le chemin de cette maison. J'y arrive à terre, j'arrive de Paris, je viens visiter, aller en un des appartements, parce que la maison a 3 appartements, est en location. Première synchronicité, je paye à l'époque 900 € pour 40 mètres carrés à Paris, et ici c'est 400 € les 90 mètres carrés. Donc je vois dans une sorte de palindrome, dans les chiffres déjà je vois une synchronicité. Derrière, 3 jours après la signature du bail, le propriétaire est décédé. Du coup, en tant que locataire, j'étais prioritaire sur un achat potentiel. J'ai envoyé mes condoléances et la veuve de ce propriétaire me dit je reprendrai attache avec vous. 6 mois plus tard, elle m'appelle en me disant voilà, je vais vendre la maison. Je lui dis non, elle est vendue. Et un prix modique, vraiment. J'aurais jamais pensé que je pouvais, pour 100 000 €, acheter cette maison. Et démarre une aventure de rénovation pour elle, de reconstruction pour moi. Et on est dans la sémantique de la maison interne, la maison intérieure, dans la maison à réparer. Et je suis pas la seule, hein. Jean-Claude Kaufmann, qui était un des otages au Liban, a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Maison du Retour. Pareil, au retour de ses 6 ans d'emprisonnement et de captivité, il rentre en France avec sa femme, il trouve une maison, ou la maison le trouve. Et la reconstruire, c'était le reconstruire. Et voilà, et je trouve qu'il y a des histoires absolument fabuleuses autour de nos maisons. Donc je pense que cette maison et moi, on devait faire un bout de chemin ensemble. Et puis par ailleurs, Joanie, ça a été une synchronicité. Et puis tous les jours, il y en a des synchronicités. Ça va d'une personne qu'on rencontre, qui connaît un tel, et t'es pas obligé de parler de ça, mais paf, ça surgit. Et j'ai demandé à l'univers de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un de super. Qui fait des bonnes tartes. Qui fait des super tartes.
je laisse véritablement cette part de magie. On peut ne pas voir des signes en permanence en toute chose, ça confine à l'irrationnel, voilà. Et on peut aussi se dire qu'il y a des parts de mystère, des choses qui nous échappent, qui sont sur notre chemin, et on sent intuitivement quand c'est pour nous. On le sent, ça résonne. Alors, on pourrait pas le dire ni le décrire. Je sais pas exactement ce que c'est que ce sentiment. C'est entre la plénitude, l'excitation juste. Et la corde qui résonne, tu vois, pile comme il faut. Enfin, le son est clair, limpide dans ce que tu entends, de ce que ça résonne. Donc, voilà. On apprend à les voir, ces signes. Est-ce que toi, tu y as toujours été réceptive ? Je pense qu'au fil des épreuves dans sa vie, on peut sentir quand on est désaxé. En fait, sentir qu'on est axé, c'est avoir senti qu'on était désaxé. Donc, pour moi, c'est yin-yang. Les sentir, c'est synchronicité. C'est parce qu'elles se sont révélées à nous à un moment donné où on était réceptif, tout simplement. Et le fait qu'elles n'existent pas ne justifie pas leur absence, tu vois. Si on les ressent pas, ça veut pas dire qu'elles sont absentes. Plutôt, c'est exactement ça que je préfère dire. Et oui, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. On le sait, donc c'est valable pour beaucoup de choses. Et la liberté dans tout ça, c'est quoi pour toi ? Pour moi, la liberté, c'est la longueur de la corde. Donc, parce qu'on est libre de rien. On n'est pas libre en totalité de tout. On a une corde quand même à laquelle on est attaché, mais sauf que, à contrario de la chèvre de Monsieur Seguin, cette corde, on peut la choisir très très lâche, très longue. Et j'ai essayé, moi, dans ma vie en tout cas, de m'accorder une corde assez longue, de limiter certaines entraves, certaines contraintes, certains impératifs dictés par la société, comme par exemple pour une femme le fait d'avoir des enfants. Alors ça change, mais ça, voilà, pour moi c'était une grande liberté que je voulais prendre, plutôt que... Mais c'est un choix qui pour moi est lié à la liberté. Ouais, la longueur de la corde. Alors là, tu vois, par exemple, typiquement, je suis libre dans mon travail, je suis indépendante, je peux faire vraiment énormément de choses. Et en même temps, j'ai cette absence de liberté de ne pas faire, puisque y a une équation économique à résoudre quand même à la fin du mois. Et donc, voilà, liberté, mais dans un cadre. Écoute, Laure, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ? Ça peut être plusieurs conseils. Ah tiens, on entend l'église. Ouais, on entend l'église, il doit être 2h. Tu vois, j'ai pas besoin de savoir. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir l'heure. Super. J'adore. Voilà, un conseil pour les jeunes, quittez vos montres, vos réseaux sociaux. Un autre conseil, reconnectez-vous à la nature. Troisième conseil, apprenez à faire de vos mains, parce qu'il me semble que le monde de demain aura besoin des gens qui savent utiliser leurs deux mains. Et que tout ce qu'on... Voilà, de bien choisir des métiers, des occupations rémunérées, plutôt que des métiers qui sont plaisantes, douces, qui ont du sens, qui ont un sens pour le commun, le collectif, et un sens pour eux-mêmes. Et véritablement réadorer le fait de travailler manuellement avec son corps, d'engager beaucoup plus de choses qu'un cerveau ou des doigts pour pianoter sur un ordi. Je trouve que c'est... Très beau conseil. C'est un conseil. Moi, j'aurais 20 ans aujourd'hui, j'irais dans des métiers de main. Tu mettrais les mains dans la terre ? Ouais, ou la menuiserie, ou quelque chose de l'ordre de la fabrication-réparation. Voilà. Quand tu sais travailler le bois, tu peux te faire une maison, tu vois. Enfin, c'est aussi con que ça. Quand tu te fais une maison, tu apprends plein de corps de métier. Tous ceux qui étaient mauvais à l'école, on les envoyait en CAP de plomberie, d'électricité, etc. En réalité, c'est eux qui détiennent énormément de clés pour un monde en système dégradé. Donc oui, parce que moi, le jeune, je le place dans un avenir qui va être dégradé et critique. Donc qu'il sache être autonome dans le fait de se loger, de se déplacer, de se nourrir, me semble être les priorités
d'aujourd'hui. Indispensable, ouais. Merci beaucoup Laure pour tous ces partages. Merci Victoria d'être venue jusqu'à moi. Ah bah grand plaisir, je découvre la fameuse ville de Joigny, mais je pense que là tu l'as tellement vendue que demain tu retrouves tout le monde chez toi. Hein, Laure. Merci. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.